C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 131. Au programme aujourd'hui, sommet des forces d'extrême droite au Parlement européen et les menaces pesant sur les droits de LGBTQIA+. Un an après le retour au pouvoir de Donald Trump, la transformation radicale du paysage des droits civiques aux États-Unis. Ces figures queer qui ont changé le monde, une discussion avec les auteurs Samuel Larochelle et Florent Manelli et déconstruire les stéréotypes entourant cette orientation sexuelle souvent invisibilisée, la bisexualité. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ici Emmanuel Macron. Voici Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Girard. Oui, allô Christophe Girard, qu'on retrouve donc en Europe, en banlieue de Paris, ou même, peut-être même pas en banlieue, à Mérou, parce que quand même un petit peu plus loin que Paris. Comment ça va? Alors, Mérou, c'est un poisson. J'habite Méru. Méru. Ah, ben oui, il y a des fois, le monsieur, il se trompe, hein? Alors, Christophe, on va commencer la chronique aujourd'hui avec un dossier brûlant. On va plonger dans les coulisses de ce qui s'est passé au Parlement européen les 2 et 3 février dernier. On a l'impression que Bruxelles est devenu le temps d'un sommet, la capitale mondiale de la régression. Tout à fait. C'est exactement l'ambiance qui régnait. Alors j'en parle souvent ici, hein, on a l'impression que les institutions européennes se targuent d'être le rempart des libertés. Le cœur de Bruxelles a de nouveau vibré. Alors je dis de nouveau vibré parce qu'il y a déjà eu le cas en décembre 2024, les 2 et 3 février 2026, au rythme d'un sommet aux accents ouvertement réactionnaires. Un sommet qui s'appelle le Transatlantic Summit. C'était la 7e édition, officiellement dédiée à la liberté d'expression. Mais ce n'était rien d'autre qu'une démonstration de force de l'internationale ultra-conservatrice. Ce qui est glaçant, c'est que cet événement est orchestré donc par le réseau Political Network for Values et il s'est tenu sous le parrainage direct de groupes comme celui de Jordan Bardella, donc le RN chez nous, et Marion Maréchal, j'ai envie de rajouter Le Pen, hein, puisque ce n'est autre que la petite fille de Jean-Marie, avec la bénédiction des Patriotes pour l'Europe et de l'ECR, hein, les conservateurs et les réformistes européens. Alors, tu parles d'une alliance transatlantique de la régression. Jusqu'où vont ces connexions? Elle traverse l'océan, Denis. En fait, le Political Network for Values, c'est pas un simple cercle de réflexion, c'est un pivot d'un réseau national mondial connectant l'extrême droite européenne aux lobbies les plus radicaux des Amériques. Son président n'est autre que José Antonio Cast, une figure de proue de la droite ultra-conservatrice chilienne, et il a profité de ce sommet pour rappeler à une alliance pour le bon sens face à ce qu'il nomme la tyrannie progressiste. Mais derrière ce vocabulaire qui est lisse et propre, on va dire, la liste des participants confirme une dérive inquiétante. On y trouve notamment Lucy Akello, qui est une des députées ougandaises qui a œuvré activement pour la mise en place de la loi anti-homosexualité de 2023 en Ouganda, qui prévoyait entre autres la peine de mort. Sa présence récurrente, elle était déjà là en 2024, souligne la volonté des organisateurs de normaliser des discours d'élimination des minorités. Alors, c'est le sommet de la criminalisation de nos vies, finalement. On y a croisé d'autres figures de cette offensive? Tout à fait, hein, c'est la crème du lobbying anti-LGBT et anti-IVG mondial qui était là. Ah, On peut citer avortement, on devrait dire, oui. Ouais. Ouais. On peut citer notamment l'américaine Sharon Slater, présidente de Family Watch International, qui promet entre autres les thérapies de conversion et l'idée que l'homosexualité est un trouble. Il y avait également Rodrigo Iván Cortés, venu du Mexique. Il a été pourtant condamné pour violence transphobe. Ou la sénatrice colombienne Paola Holguín, venue renforcer le front latino-américain contre les droits reproductifs. La présence également de
de cadre de la Heritage Foundation qui rappelle que ce sommet est le bras armé européen du Project 2025, ce plan soutenu par les proches de Trump pour démanteler notamment les protections LGBT et restreindre l'accès à l'IVG à l'échelle internationale. Donc ce sont des lobbies pour lesquels Bruxelles est le nouveau front d'une guerre on va dire de culture globale et mondiale. Alors, comment les autres eurodéputés ont-ils réagi à cette occupation de l'espace public européen? Alors, en 2024, en décembre 2024, c'était passé, mais vraiment sous les radars. Là, contrairement aux éditions précédentes, l'opposition a été frontale et documentée. Alors, c'est la gauche et les Verts, notamment par la voix de Manon Aubry, qui est une députée, une eurodéputée La France Insoumise, qui ont dénoncé l'utilisation des moyens du Parlement pour diffuser ce qu'ils appellent des discours de haine et de mort, hein, et c'est pas par hasard. Ils ont officiellement demandé à la présidence de suspendre l'accès aux salles pour les organisations prônant des violences des droits humains. Il y a également le groupe Renew, donc Renaissance Europe, par la voix de Valérie Ayer, qui a fustigé l'hypocrisie totale de Bardella et Maréchal, qui s'enferment dans une posture de victimisation, hein, et de lutte contre la censure wokiste. Le plus amer dans l'histoire, c'est l'aspect logistique. Rends-toi compte, Denis, on est en février 2026 et on a nous, alors quand je dis nous, c'est la communauté queer européenne dû de nouveau financer via la mise à disposition d'infrastructures, donc les salles, mais également la sécurité, la stratégie de ceux qui veulent nous effacer. Alors, une enquête nécessaire, Christophe, mais cette offensive là, s'installe aussi au cœur de l'éducation en Savoie. Une alerte vient d'être lancée. L'Alliance Vita plane sur un collège de Chambéry. Ouais, j'avoue qu'en préparant cette chronique, moi j'en avais froid dans le dos. La vigilance est montée d'un cran, hein, donc c'est une association qui s'appelle Visa 73 qui a levé le lièvre. Un cycle de formation a été organisé dans un collège privé catholique sous contrat qui s'appelle Saint-François de Sales. L'animateur, ben, c'est Alliance Vita. Donc on pensait avoir fait le tour des méthodes de ce genre d'institution, mais là c'est vraiment un poids lourd du lobbying réactionnaire qui s'implante. Alors, justement, Christophe, pour nos auditeurs, qui est réellement l'Alliance Vita? Alors, c'est une machine de guerre idéologique qui a été fondée par une ex-députée qui s'appelle Christine Boutin, qui avait fait parler beaucoup d'elle en son temps, donc notamment contre le Pax, c'est une des figures de proue du mouvement La Manif pour tous, pardon, et c'est porté également par des figures comme Tuctuel d'Herville. Alors, dernier des mots, là aussi, qui sont tout propres, comme bioéthique ou bienveillance, bah, le contenu est sans équivoque. C'est anti-IVG radical, ça remet en cause la contraception, c'est un rejet total de toute parentalité qui ne serait pas hétéronormée. Donc, on utilise le caractère propre, c'est une loi hein, qui a été mise en place en 1959 pour les établissements privés comme un paravent. Mais donc, en fait, c'est la possibilité pour un établissement catholique d'avoir notamment une éducation un peu spécifique, notamment des cours de religion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un établissement sous contrat donc de l'État et que par conséquent, il est financé par l'État et qu'il se doit de respecter de la neutralité scientifique, également l'inclusion de tous les parcours de vie, y compris les parcours de vie queer. Donc l'éducation à la sexualité, ce qu'on appelle chez nous le programme EVARS, c'est une obligation légale et pas une option de prosélytisme réactionnaire. Et le problème ne s'arrête pas au privé, le public est aussi sous pression. Ouais, il y a des collectifs de parents qui souvent sont proches du parti Reconquête, parti d'Éric Zemmour, mais également proches des héritiers donc de la Manif pour tous, qui bombardent directement les directions d'établissement en public de courrier type. Le but, c'est de leur faire annuler des interventions, notamment du planning familial, en criant à la fameuse théorie du genre. Je pense que vous l'avez également par chez vous. C'est une pression qui pousse certains enseignants à l'autocensure qui prive les élèves d'informations vitales sur le consentement et ben, l'intersyndicale éducation réclame aujourd'hui des sanctions fermes allant jusqu'à la rupture du contrat pour les établissements, notamment les établissements privés qui ne respecteraient pas, qui préfèrent l'idéologie en tout cas au programme de l'État. Maintenant, cela nous amène au troisième volet de ta chronique, le démantèlement organisé du planning familial au profit de réseaux soutenus par des milliardaires.
Tout à fait. Donc, c'est un glissement de terrain silencieux. En fait, il y a un nom qui revient en boucle qui s'appelle Familia, et derrière ce nom qui peut paraître bien, marqué de manière marketing, bah, ça cache le fer de lance d'une offensive contre l'autonomie de nos corps. En fait, la méthode est chirurgicale. Dans certaines villes, comme c'est le cas à Orléans, on va couper les vivres au planning familial au motif qu'il serait trop politique, et on va financer pour le remplacer l'ouverture d'une maison familiale. Donc, on remplace en fait un espace de droit par un service de coaching visant à sauver les couples. En fait, on va repasser, enfin, la Familia repasse dans une vision de la famille nucléaire hétéronormée qui vient d'un autre siècle. Bon, qui finance ce réseau familial? En fait, ce sont des gens qui ont les poches pleines, hein, et notamment Pierre-Édouard Sterrin, qui est le fondateur de Smartbox. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des coffrets cadeaux. Il est également banquier de la droite ultra-conservatrice et via son fonds du bien commun, il déploie le plan, ce qu'on appelle Périclès, pour remplacer les structures progressives par des alternatives alignées sur ses dogmes. À ses côtés, il y a également la Fondation Saint-Irénée, qui n'est autre que le bras financier du diocèse de Lyon, donc l'Église catholique française. Pour nous, les personnes queer, c'est une véritable catastrophe, hein, puisque le planning familial, c'est souvent le seul lieu où l'on peut parler de son orientation sexuelle ou de sa transition sans être jugé. Chez Familia, par contre, ben, ils prônent une approche qui est plus naturelle, qui domine, évacuant notamment les questions de plaisir et d'identité de genre. Ils tentent même de récupérer, et c'est ça qui est dangereux également, les agréments d'éducation sexuelle pour entrer dans les classes et remplacer l'éducation au consentement par la maîtrise des émotions, en fait. Et il faut le préciser, moi je tiens vraiment à le hurler fort, nos corps ne sont pas un investissement pour milliardaires. Bon, après là, ces dossiers lourds, on va terminer avec une note plus nuancée de la Fédération protestante de France. Oui, alors de temps en temps, on a des bonnes nouvelles et ça vient là en effet de la Fédération protestante de France qui a publié le 30 janvier dernier un document intitulé Les personnes trans. En fait, elle modifie complètement l'accueil des personnes transgenres au sein de l'Église. Elle adopte notamment le terme incongruence de genre qui est souligné donc par l'OMS. Et l'Église sort ainsi de la pathologie mentale pour entrer dans une dynamique de devenir. Il propose notamment une relecture de la Genèse où hommes et femmes ne sont plus une binarité hermétique, mais deux pôles d'un spectre. Le texte ouvre la reconnaissance du prénom d'usage et une place pour les personnes trans dans les ministères. C'est la preuve que la religion peut aussi être un abri. Ce que je voulais signaler, c'est que l'Église protestante a été l'une des premières, si ce n'est la première, dès les années 80, à unir des couples de même sexe en France. Bien, Christophe Gérard à Méru, en France. Merci beaucoup. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. This is Barack Obama. Let's make America queer always with Chantal Nadeau. Bon, on va garder Barack Obama, ça sera plus Donald Trump. Chantal, allume ton micro pendant qu'on se prépare. Alors, un an après le retour au pouvoir de Donald Trump, le paysage des droits civiques aux États-Unis s'est radicalement transformé. Ce qui était autrefois des escarmouches législatives locales est devenu une offensive fédérale coordonnée contre les personnes de LGBTQIA+, et l'autonomie corporelle. Les reculs législatifs et symboliques s'accumulent avec cette première année du Trumpisme version 2.0. Chantal, je vais le rappeler, elle est professeure au département d'études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois, surtout notre chroniqueuse d'actualité états-unienne queer. Chantal, on parle de 1000 projets de loi anti-trans examinés en 2025. Quels sont les pires États actuellement et quelle forme prennent ces attaques? Oui, c'est assez alarmant, Denis Martin. On en a parlé ces derniers jours, toi et moi. Euh, le nombre de projets anti-trans, on est passé de 21 en 2015 à plus de 1000 en 2025. Plus de 200 lois ont déjà été adoptées, les autres sont sous évaluation et surtout plus de 500 ont été déposés depuis 2026. Quand même. Alors, c'est ça aussi qu'il faut quand même regarder, là. Donc, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut dire des États, là? C'est où là, les pires États,
Je suis toujours que l'État le plus homophobe, c'est la Floride, mais je pense que je me trompe, c'est ça? Oui, je sais que c'est ton bébé, là. Tous les problèmes viennent de la Floride. Non, le Kansas, en fait, c'est le premier à définir également le sexe de manière binaire et biologique en 2023. Avant Trump, on va revenir là-dessus, oui. Oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce que j'appelle la ceinture ou la cravate du Midwest, c'est vraiment là où ça se passe. L'Indiana, le Nebraska, la Louisiane et l'Oklahoma ont suivi avec des déclarations de droits des femmes, on s'entend ici 6 femmes, qui servent en réalité à exclure les personnes trans. Les mesures concrètes, on en parle d'interdiction des soins de transition pour les jeunes. Il y a 27 États sur 50 qui interdisent désormais le sport féminin aux filles trans, interdiction d'accès aux toilettes, 20 États, et même des poursuites civiles privées possibles au Texas contre ceux qui utilisent les mauvaises toilettes. Alors, Ah. il y a le syndrome de la toilette, mais il y a tout ce qui suit autour, hein. Et c'est ça qui est assez, je dirais, inquiétant. Bon, on a souvent l'impression que tout commence par Trump, mais ces reculs ont des racines pas mal plus profondes. Comment cette idéologie-là s'est-elle implantée là, aux États-Unis? Bon, on parle beaucoup de la théorie du genre ou l'idéologie du genre aux États-Unis. Et ça vient des années 60-70. Ça a même été formulé par les groupes féministes de l'époque. Et sous l'administration Biden, et même sous Obama, hein, sur des administrations démocrates, il y a eu quand même des reculs assez significatifs. Euh, Aux États-Unis, après la légalisation du mariage gay en 2015, hein, au Bakersfield, comme on l'appelle toujours, les stratèges républicains ont cherché un nouveau euh, morceau, je Oui. dirais, politique, et ils l'ont trouvé dans les droits des personnes trans, perçus comme moins compris par le grand public. Donc, c'était vraiment important aussi, c'est qu'on cherchait à voir comment on pouvait attaquer les populations queer et pas seulement sur les gays et les lesbiennes, de dire, bon, c'est qui finalement qui échappe à cette espèce de discours public et c'est les personnes queer qui ont écopé. Et naturellement, depuis 2016, avec la Caroline et puis sa loi des toilettes et puis plein d'autres États aux États-Unis et leur loi des toilettes, on se retrouve avec cette espèce je dirais, comme de fantoche là, pour s'attaquer aux droits des queers. Ouais, les toilettes, hein, c'est toujours une espèce de point de contention. Mais finalement, c'est parce que peut-être s'il y avait plus de toilettes, ça irait mieux, mais en tout cas, c'est une autre paire de manches. Quels sont les impacts concrets sur la vie des gens et comment ça là, divise-t-il même le mouvement féministe se divise là-dessus? Mais tu vois, il y a un groupe aux États-Unis qui est assez discret, mais qui est assez influent, qui a beaucoup d'influence. Le groupe s'appelle le Women's Liberation Front. L'acronyme, c'est WOLF, les Hmm. loups. Et ça a été fondé en 2014. Ils se sont beaucoup associés à des organisations conservatrices pour promouvoir finalement une révision, définition biologique du sexe, acceptant de sacrifier les droits des trans dans l'espoir de protéger le droit à l'avortement. Par exemple, en disant on veut le droit à l'avortement pour les femmes cis, mais on le refuse. Et le compromis ou la- Ouais. la- la- c'est de dire qu'on ne veut pas que les femmes qui ne sont pas cis aient droit à l'avortement. Ouais, en fait, pour Euh, donner un bon exemple là-dessus, si je comprends bien, on parle ici peut-être des hommes trans qui cessent de prendre des hormones pour pouvoir donner naissance à des enfants et peut-être décident, ah, ben finalement, j'aimerais mieux me faire avorter, n'auraient plus accès à ça. Exactement. Et ça a été vraiment, c'est sûr qu'on parle de vraiment un C'est pourcentage très, très très, minime, oui. très, très minime, mais c'est quand même symbolique et c'est super important. Mhm. Donc, on revient vraiment à une définition super traditionnelle et biologique du genre et du sexe, si Ouais. tu veux. En santé et économie, c'était la même chose. Ça a touché vraiment le mariage gay, mais aussi toute la question de l'accès aux soins de santé pour les conjoints de même sexe. En éducation, bon, on assiste à des fermetures dramatiques de départements d'études des genres. Le tout dernier, je t'en ai glissé un mot il y a quelques jours, Denis Martin, c'est l'Université du Texas à Austin, qui est une des plus grandes universités publiques des États-Unis. On Hmm. parle de plus de 60 000 étudiants et qu'ils ont décidé qu'à partir de 2027, le département d'études des genres va être
fermées. Et ça suit et même si c'est le Texas, le Austin, c'est un peu comme c'est Astérix et Obélix, ça, c'est vraiment le bastion au Texas de la démocratie libérale. Alors, ça fait vraiment, c'est assez dramatique. Et puis, il y a aussi la question comme de plus en plus d'États se positionnent d'une façon très agressive par rapport aux droits des personnes trans, genre. Et là, on assiste à vraiment une mobilité entre les États. Selon les derniers chiffres de ACLU, on parle de plus de 20% de la population qui s'identifie comme transgenre, qui change d'État euh, pour pouvoir justement être protégé dans des situations ou dans des géographies beaucoup plus euh, euh, Donc, on parle d'aller dans l'État de New York, d'aller en Californie, entre autres choses, là. oui, puis en Illinois, ou bon, mais c'est ça. Donc, c'est assez dramatique quand même. Ben, C'est ce il y qu'on a pas appelle ça, il y a pas seulement que l'exil. l'Université du Texas à Austin là, qui a fermé ou qui a aboli son programme. Il y en a d'autres, hein. C'est arrivé en Floride, en Ohio, au Kansas. C'est un mouvement, ça. Oui, c'est un mouvement. Puis je te dirais qu'en Illinois, c'est que j'appelle ça comment suffoquer les départements d'une façon très passive, hein. Je veux Ouais. dire, les gens prennent leur retraite, on ne remplace pas les gens, on diminue les subventions. Et c'est les grandes universités d'État qui sont le plus à risque, si je peux me permettre. Les universités privées, c'est sûr elles ont vraiment fait du baise-main et du lèche-cul avec Trump. Les universités publiques ont été beaucoup plus, parce que 75% du fonctionnement des universités publiques dépend des fonds publics. Ouais. Alors, si on décide que ça ne nous tente plus, hein, au niveau à Washington, ben voilà. Rapidement, ça serait l'impact du fait qu'on aurait pu ce genre de programme sur les études féministes et de genre, on aurait pu ces programmes d'éducation sexuelle. C'est quoi l'impact que ça va avoir pour cette génération-là qui s'en vient? Ben, ça m'inquiète, je te dirais, comme moi qui enseigne, hein, tu le sais. Alors, ça m'inquiète parce que déjà, ce qu'on assiste, même moi, j'enseigne des cours de cinéma, et des films qui étaient pour moi disponibles sur nos sites universitaires pour les programmer dans mes cours, sont plus disponibles. Et c'est toujours des films queer Mhm. qui sont les premiers à sortir, hein, qui sont les premiers à ne plus être disponibles. On dit, on n'a plus la licence, machin, machin, on n'a plus le bac. Alors, c'est ça aussi, c'est qu'on diminue, pour nos étudiants et nos étudiantes les plus jeunes, on diminue leur espèce de possibilité d'être exposés à ce genre de discours, à ce genre de représentation. Et ça m'inquiète énormément. Et c'est très sérieux parce que ça va très vite. En un an, moi, l'année passée, entre mon cours de cinéma de cette année et de l'année dernière et cette année, il y a 6 films sur 15 que je ne peux pas montrer. Ils sont plus disponibles. OK. Alors, c'est des décisions qui ont été prises par l'université et c'est ça qui se passe. Euh, Oui. mais l'impact aussi, c'est que ces jeunes-là ne seront donc pas exposés à d'autres points de vue que celui peut-être de Charlie Kirk. Charles Leclerc qui vient de l'Illinois, de toute Mhm. façon, Ouais. en plus, c'est l'épine dans le talon, là, chez moi. Oui, et ça, c'est quelque chose aussi qui nous inquiète énormément. On essaie d'en parler avec nos administrations, mais en ce moment, c'est très frileux, hein. Hmm. L'attitude est très passive. S'ils ne voient pas l'urgence, si on ne voit pas l'urgence, ça reste comme ça. Et c'est assez dramatique pour nos étudiants et étudiantes, je dirais. On va parler de Stonewall, le site historique de Stonewall, pour conclure, parce que quand même, il y a une bonne nouvelle ou une mi-bonne et une mi-mauvaise nouvelle avec ça. On se rappelle que Donald Trump a voulu faire... En fait, il a enlevé le drapeau des fiertés sur le site historique de Stonewall. Stonewall, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a eu ces fameuses émeutes de Stonewall qui ont mené au mouvement des fiertés un peu à l'international, là. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu toute une brasse camarade aux États-Unis par rapport à ça. Naturellement, le président Trump a décidé que le drapeau de la fierté, c'était un drapeau politique. Alors, il a demandé aux autorités de New York de retirer le drapeau du site du monument de Stonewall à New York. Branle-bas de combat, les gens se sont mobilisés, on a ramené le drapeau, on a évoqué que ce n'était pas une question
politique, mais historique. Et ça, pour moi, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé, je te dirais honnêtement. Et j'espère que notre histoire aussi va comprendre ça, c'est que tout drapeau est politique. Alors, on s'en sort pas. Et que de voir la communauté queer qui a décidé de comment répondre à Trump et son administration en disant que c'était le drapeau de la fierté, c'était pas un drapeau politique, mais historique, ça m'a un petit peu dérangé, je te dirais. Et puis, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu là-dessus. C'est bon, je comprends le côté, euh, si tu veux, d'intervention publique, et Mhm. ça, je le comprends, mais au niveau politique queer, je m'interroge un petit peu sur ce genre de rhétorique. Il y a quand même le maire très populaire de New York qui s'est impliqué dans ce dossier-là. C'est quand même une bonne nouvelle. Oui, ben c'est sûr que lui, là, il est sur une lune de miel. Alors, puis, il devrait en profiter de toute façon. Je pense que il a le cœur à la bonne place, comme on dit. Mais disons que moi, ce que j'ai discuté avec des amis, des intervenantes, des activistes à New York, je leur ai dit, je dis, pourquoi on n'a pas décidé de montrer le drapeau de l'inclusion Oui. plutôt que celui historique avec les bandes originales. Et je trouve que c'est comme un petit peu un rendez-vous manqué, Mais on je répond dirais. quoi quand on leur demande? Quand on leur demande, on me sort la rhétorique historique. Ouais. Et ça, ouais. Et en ce moment, on peut pas être seulement dans l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas apolitique. Et Mhm. ça, j'insiste. Et ça m'étonne un peu que les queers défendent cette position-là, je te dirais. Bon, maintenant, là, c'est une année, faut quand même donner de l'espoir un peu aux gens. C'est une année Oui, oui, électorale. Il y oui. a des choses qui risquent de changer, là, rapidement. Il nous reste qu'une minute, là. Rapidement, on peut s'attendre à quoi, là, dans les prochaines semaines, prochains mois? Il y a de la mobilisation qui se poursuit, là, aux États-Unis, pour contrecarrer Donald Trump. Et je pense que le mot d'ordre qui circule beaucoup dans les milieux activistes en ce moment aux États-Unis, je parle des grandes capitales, bien sûr, Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles, c'est vraiment, on n'a rien à perdre. Mhm. Alors, le côté toujours faire dans le médium saignant, là, c'est on y va pour le saignant. Alors voilà. Ouais, ben, de toute façon, avec toi, Chantal, on va toujours dans le fond du sujet et puis pas juste le saignant, on va dans la viande aussi. Merci beaucoup. Ah oui, oui. On se reparle le mois prochain. OK, à bientôt. Ben justement, on va parler de ce souvenir, on va parler de ces queers qui ont changé le monde avec deux auteurs qui ont publié des livres très intéressants là-dessus et on va aussi parler de la bisexualité, cette orientation invisibilisée. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Discussion. La mémoire comme acte de résistance ou l'importance de redécouvrir nos icônes pour mieux comprendre les luttes actuelles. Ben oui, ben on va parler, on le dit souvent, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Pour en discuter, je reçois deux auteurs qui ont consacré des ouvrages majeurs à nos modèles. Le Québécois Samuel Larochelle, auteur de Les queers qui ont changé le monde, et le Français Florent Manelli, qui est l'auteur de 2 tomes 40 LGBT qui ont changé le monde. Bonjour et bienvenue à l'émission à vous deux. Bonjour. 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 Je vais commencer avec toi, Florent. Ta démarche a commencé avec des illustrations et des biographies courtes. Pourquoi ensuite créer une espèce d'annuaire biographique des figures LGBT? Parce que j'avais envie d'aller un peu plus loin que le simple dessin. Au départ, ce projet, c'était un projet d'exposition que j'ai mené dans plusieurs mairies en France, plusieurs festivals et lieux publics. Et j'avais envie d'aller plus loin, de raconter beaucoup plus de choses, de montrer d'autres parcours de vie. Et donc, j'avais envie un peu de m'émanciper du dessin pour proposer un objet. Je trouve que le livre, c'est un objet merveilleux pour pouvoir se prêter, se partager, être annoté, être offert aussi. Et donc, pour moi, c'était un médium idéal.
Samuel, toi, tu dis que ton livre est un ouvrage de référence. J'aime bien le mot funky. C'est bien toi, ça m'est nécessaire. Pourquoi ces histoires doivent-elles se retrouver dans toutes les bibliothèques et pas seulement chez les personnes concernées? Mais dans les bibliothèques d'école, dans les bibliothèques des familles, parce que je l'ai construit, je l'ai écrit de manière à ce que ça rejoigne autant les adultes et les ados qui s'identifient dans nos communautés queer, parce que même en grandissant, on manque de modèles, mais Mhm. j'ai aussi envie que le reste de la famille, le reste de l'école découvre ces grands noms-là, ces accomplissements et réalise que le monde dans lequel on est, dans lequel on vit, n'existe pas, ne ressemble pas à ça sans notre participation. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais. J'ai l'impression, est-ce que je pourrais peut-être aller dans vos vies personnelles? Comment ce manque de représentation queer vous a-t-elle affecté personnellement durant votre jeunesse? Oh là là. Euh, Oui, vas-y, Flora. alors j'avoue que j'ai découvert un peu que ma communauté avait une histoire au milieu des années 2010, donc c'est assez récent finalement. Et lorsque j'ai découvert des pans entiers de l'histoire de ma communauté, ça a été un peu comme une énorme gifle qui m'a mis très en colère parce que je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps dans ma vie si j'avais eu accès à ces histoires, à ces récits, à ces narrations, à ces vies qui sont d'ailleurs pas toujours joyeuses, mais simplement le fait de savoir que d'autres avaient lutté avant moi pour que je puisse avoir accès à des droits, ça m'aurait permis de me sentir moins seul et ça m'aurait permis de recoller aussi plusieurs morceaux de ma vie. Moi, ça a été c'était un manque dont j'en ai réalisé ce manque que très tardivement. Et j'ai eu vraiment à cœur avec ces livres de réparer ce manque pour moi et puis pour d'autres aussi, pour qu'ils ou elles ne le vivent pas. Samuel? Moi, j'ai envie de dire, autant il me manquait les icônes, les figures historiques emblématiques, mais même au quotidien, je viens d'une petite région, d'une petite ville où je ne connaissais aucun homosexuel, aucune personne trans, aucune lesbienne. Il n'y avait même pas cette idée que tel professeur ou tel propriétaire de commerce était gay, mais il était discret. Il n'y avait rien de ça. Donc, quand tu ne te vois pas au quotidien, c'est difficile de ne pas se sentir seul, mais c'est surtout difficile de, de s'imaginer devenir quelque chose, étudier dans un programme, choisir un métier, parce on se sent pas appartenir à Mhm. la société. Donc, c'est ça que ça fait à tous les jours, à toutes les secondes. Dans ton livre, Samuel, tu ramènes à l'avant-plan des figures comme Cathy Kazanchenko, Hélène Noble, souvent éclipsées par Harvey Milk. Pourquoi c'est crucial de rééquilibrer la place des femmes et des personnes racisées dans notre histoire? Mais ça, j'en étais conscient dans les dernières années, peut-être parce que j'écris dans le magazine Fugue comme journaliste et parce que c'est des discussions que j'ai avec les femmes lesbiennes, les femmes queer. Les hommes homosexuels blancs, on prend toujours plus d'espace que tous les autres. Et quand on a la possibilité de prendre la plume et de rééquilibrer ça, il faut le faire. Mais donc, j'étais à l'affût de ça. Et quand je fais mes recherches pour étoffer mon portrait d'Harvey Milk, ben, je réalise que c'est pas lui le premier politicien qui a été élu aux États-Unis. Je parle de politiciens des communautés queer, bien sûr. Donc, quand j'ai découvert le nom de ces deux femmes-là et que j'ai pu partager ce qu'elles ont accompli, j'ai ajouté cette mise en contexte pour que le grand public comprenne qu'on prend trop d'espace, nous les hommes gays blancs, et qu'il faut parler des autres. Et c'était aussi important tout au long du livre et même dans le choix des visages qu'on voit sur la page couverture, que ce soit pas seulement des personnes blanches. Je me rappelle d'une ancienne version qui m'avait été proposée de la part de la maison d'édition qui, bien sûr, ne voulait pas mal faire. Mais moi, j'ai levé la main, j'ai fait non, 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 on doit équilibrer le tout et ça a été fait, heureusement. Flora, toi, tu as inclus aussi des figures contemporaines et variées, comme l'imam Ludovic Mohamed Saheb et le mannequin Aaron Phillip. Est-ce que l'histoire LGBTQ+, ici on dirait 2E parce qu'on parle des personnes bispirituelles ici au Canada, mais est-ce que cette histoire, donc, des queer, s'écrit plus vite aujourd'hui qu'avant? Ouais, elle s'écrit plus vite, mais elle s'écrit probablement différemment. Déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes, de collectifs, d'associations. Moi, je pense chez vous aux Archives gays du Québec, mais en France, il y a aussi pas mal de collectifs, d'associations qui se créent pour collecter, archiver, conserver et diffuser cette mémoire.
Et le fait d'avoir conscience que nous avons une histoire et une mémoire permet déjà de la traiter d'une autre manière, d'une manière qui nous est propre, avec une manière d'indexer ces archives qui nous est propre. Donc, je ne sais pas si c'est une question de rapidité, mais en tout cas, c'est une autre manière d'archiver, de prendre soin de nos récits, de notre histoire, de nos vécus, pour, tu le disais au départ, mais pour mieux savoir où on va aussi, parce que je pense que vous en parliez un peu plus tôt dans l'émission, mais c'est vrai que là, on est en perte de repères un peu totale, et c'est vrai que face à ces pertes de repères et ces attaques de tous les côtés pour les personnes queer, je pense que l'histoire, c'est un phare hyper précieux. Donc, parler d'histoire, la conserver, la diffuser et la soutenir aussi financièrement, c'est essentiel aujourd'hui. Florent, tu as aussi coordonné l'ouvrage qui s'appelle PD. En quoi la célébration de nos cultures spécifiques est-elle une réponse à cette norme de cis hétérosexuels? Avec PD, l'idée c'était un petit peu de venir interroger les homosexualités contemporaines. C'est un travail qui a été fait souvent en fiction, mais c'est vrai que sur de l'essai et de la non-fiction, ça avait été assez peu fait. Souvent, on cite, en France en tout cas, on cite beaucoup Hervé Guibert, Guillaume Dustan, mais ce sont des auteurs déjà qui sont décédés et qui ont écrit des bouquins il y a plus de 20 ans, 30 ans, et je pense qu'il y avait beaucoup à dire sur l'homosexualité aujourd'hui dans les années 2020. Et puis, on avait aussi envie d'interroger le stigmate, cette insulte, qui est la première insulte donnée dans les cours de récréation. Et on voulait interroger ce qu'on pouvait faire de ce retournement de stigmate, de ce mot que l'on a dépouillé de sa violence pour en faire un insigne de fierté, un cri de rassemblement, et raconter un rapport singulier au monde aussi en étant PD, en se disant PD. Oui. En fait, ici au Québec, hein, c'est tapette, fifi, puis je pense qu'aux États-Unis, c'est queer. Samuel, tu vas me corriger si je me trompe. Tu as écrit 20 livres jusqu'à maintenant? Je lance le 19e à la fin mars. 19e. Bon, OK, j'étais à un livre de plus, mais ça va venir. On aurait pu faire l'entrevue l'an prochain, on serait rendu à 21. Je te taquine. Comment les queers ont changé le monde s'inscrit-il dans ta pratique artistique, mais aussi ta pratique journalistique? Mais je pense que c'est la rencontre de l'écrivain et du journaliste. C'est beaucoup, beaucoup d'informations que j'ai accumulées en faisant mes articles, en faisant mes rencontres. Il y a des gens à qui j'ai pu parler dans les 10 dernières années que j'ai inclus dans mon livre. Il y a même une exception. Il y a quelqu'un que j'ai interviewé, un athlète qui est le premier médaillé d'or ouvertement gay aux Jeux olympiques d'hiver et qui, après avoir pris sa retraite, il est devenu un ami. Et j'ai décidé de l'inclure dans le livre parce qu'il a accompli de grandes choses. C'est une petite exception. Mais mon Dieu, comment ça s'inscrit dans ma carrière? C'est ma première œuvre documentaire. C'est sûr que c'est très, très proche du journalisme, donc j'étais pas loin de ma zone de confort, entre guillemets, mais c'était la première fois que je publiais un livre où c'était pas de la fiction ou du récit personnel, mais où je mettais en lumière les autres. Mais c'est mon métier comme journaliste depuis bientôt 15 ans, donc il y a une forme de continuité et de nouveauté. Je vous pose la question à tous les deux. Vous avez tous les deux insisté pour qu'il y ait beaucoup d'illustrations. Ah, tous les deux, vous avez des portraits des personnes dont vous parlez dans vos pages. Et aussi, les textes sont quand même assez succincts. C'était pourquoi ça? Mais de mon côté, c'est d'accrocher l'attention, d'aller chercher autant les adultes que les jeunes, de ne pas les faire s'écraser sous un amas d'informations et aussi leur donner envie d'en apprendre plus. C'est un aperçu, c'est une porte d'entrée. Ça se consomme peu à peu ou tout d'un coup, mais je voulais pas que ce soit encyclopédique. Ça, c'est certain. Florent? Ouais, moi c'est un petit peu pareil, à la différence près que moi je viens de l'illustration. J'ai commencé par le dessin avant de venir à l'écriture et c'est le dessin qui m'a amené à écrire. Et donc, au départ, c'était un projet qui était graphique et je voulais vraiment conserver, donner toujours une belle part au graphisme. Il y a du dessin, il y a des collages. Ce sont des livres extrêmement visuels. Moi, je dis toujours que le visuel, c'est le dessin, la peinture, c'est souvent rentrer par la porte du cœur pour accéder à celle de l'esprit. C'est un très bon moyen de sensibiliser, d'amener par le beau, par le sensible, par la couleur, par le trait, des personnes à s'interroger sur des conditions politiques. Et c'est des retours que j'ai eus pendant l'exposition qui a précédé le livre, mais aussi pendant la vie de ces 2 tomes qui ont été traduits en anglais, qui ont vu une intégrale publiée là, il y a moins d'1 an, donc qui ont une vie assez incroyable et qui me dépassent un peu, je dois l'avouer.
Alors, la question qui tue, Samuel me connaît pour ça. S'il y avait une seule personnalité de vos livres respectifs pour donner de l'espoir à une jeune personne auditrice là, de cette émission aujourd'hui, ça serait laquelle? Mon Dieu, mais tu me demandes de choisir parmi mes enfants. Et là, je regarde, il y en a tellement. Mon Dieu. Je vais aller avec un Québécois, Oui. avec Yannick Nézet-Séguin, Ah qui n'est oui. pas dans la politique, mais qui, par le simple fait d'être lui-même, porte tellement de messages parce qu'il assume sa queerness visuellement, parce qu'il fait de la place pour les compositeurs, compositrices afrodescendantes. Il rend mon Dieu, la musique classique plus accessible en allant dans des parcs gratuitement. Donc, Oui. il est sur plusieurs fronts, mais simplement ce qu'il est, je trouve que ça nous donne espoir. Et il rallie le grand public qui ne remet jamais en question qui il est. Donc, je trouve qu'il est beau à suivre. Oui, alors on parle de Yannick Nézet-Séguin, qui est le chef de l'Orchestre métropolitain de Montréal. Flora, tu t'en sortiras pas. Moi, je vais prendre un français pour le coup, si Pourquoi tu prends pas? un Québécois, Samuel. Non, moi j'ai un militant que j'aime beaucoup qui malheureusement est décédé il y a bientôt 15 ans, qui s'appelle Jean Le Bitou, qui est un militant français qui a milité au Front homosexuel de l'Action révolutionnaire dans les années 70, qui a créé un magazine phare pour la communauté gay en France qui s'appelait Gay Pied, qui a été un des premiers, si ce n'est le premier magazine gay vendu en kiosque. Il a beaucoup milité avec les associations de lutte contre le VIH-Sida. Et puis, sur les dernières années de sa vie, il s'est beaucoup intéressé justement à l'histoire LGBT, l'histoire homosexuelle et lesbienne. Et il a créé le mémorial de la déportation homosexuelle qui vise à se souvenir, se rappeler, transmettre l'histoire des déportés gays durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour ça, je trouve que c'est aussi une personne assez fascinante parce que toute sa vie, il a balayé des grands Oui. enjeux qui font un peu le socle de notre communauté. On va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Samuel La Rochelle, Flora Manelli. Merci. Merci, à Merci. bientôt. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Plus de 10% des jeunes de 18 à 30 ans en France s'identifient aujourd'hui comme bisexuels. C'est une proportion similaire d'ailleurs au Canada en passant. Pourtant, cette orientation reste souvent invisible ou est perçue à travers le prisme de nombreux stéréotypes. Nous recevons aujourd'hui la journaliste et essayiste Camille Test, autrice de l'ouvrage Embrasser la bisexualité. Bienvenue à l'émission, Camille. Allô, merci beaucoup. Alors, pourquoi la bisexualité semble-t-elle à la fois évidente et constamment contestée dans notre société? Euh, Elle est évidente, je ne sais pas si elle paraît évidente pour la plupart des gens, mais si elle l'est pour vous, tant mieux. Mais par contre, je pense que si elle est contestée, c'est parce qu'on vit dans une société mononormative qui considère comme, on va dire, normal ou même légitime ou souhaitable de n'être attiré que par un seul genre. Alors, si possible, le genre opposé, hein, ça sera l'hétérosexualité ou alors, s'il le faut vraiment, l'homosexualité. Mais finalement, ce qu'on observe, c'est que tout au long du XXe siècle, il y a la bisexualité, donc le fait d'être attiré par plusieurs genres, va être complètement éludé, complètement effacé, au profit donc d'une lecture à un binaire entre hétérosexualité et homosexualité. Si bien qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens ne pensent pas que la bisexualité existe, ou alors estiment que c'est plutôt une phase transitoire, infantile, immature, vouée à disparaître à l'âge adulte. Et ça, on le doit notamment à Sigmund Freud, hein, qui en a vraiment fait. Enfin, voilà, qui est la personne, qui est le psychiatre qui a popularisé hein, l'idée que finalement c'était simplement une question de un moment transitoire, on va dire. Ouais, je disais évidente parce que pourtant, dans nos communautés, on connaît plusieurs personnes qui sont bisexuelles. C'est un peu pour ça que je vous le disais. Mais en Mhm. même temps, pourquoi cette orientation sexuelle semble donc bousculer notre façon, est-ce que je pourrais dire, très binaire de penser le monde? Ben, effectivement, dans les communautés LGBTQIA+, hein, on a plus tendance à admettre que la bisexualité existe, et encore que
c'est intéressant de se rendre compte, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de mon livre, d'aller interroger un peu les représentations, la façon dont on parlait de la bisexualité, y compris dans les revues communautaires, lesbiennes ou gays par exemple, et où on voyait que là aussi, la bisexualité était souvent représentée, enfin était souvent décrite soit comme un mensonge en fait. En gros, les gens qui se diraient bisexuels le temps de se dire gay ou lesbienne, mais ça serait pas une identité pérenne ou une réalité pérenne. Euh, ou alors, il s'agirait simplement d'hétéros qui cherchent à aller un peu épicer leur hétérosexualité en fréquentant les communautés LGBTQIA+, mais sans en quelque sorte se saisir de leur combat. Et ça, en fait, c'est assez étrange parce que quand on y pense, des personnes attirées par plusieurs genres, il y en a toujours eu. On parle pas du mot bisexualité, mais on parle d'attirance pour. On parlait de sexe à l'époque pour plusieurs sexes, je sais pas, dès l'Antiquité. On sait Mhm. que Jules César, par exemple, l'empereur Jules César était vu comme le mari de toutes les femmes et la femme de toutes les maris. Il était décrit comme ça. On a des représentations de bisexualité, ou en tout cas d'attirance pour plusieurs genres, dans le Japon médiéval, à l'époque des Huns. En Asie, etc. Donc c'est quelque chose évidemment de très ancien, voire de tout temps, quoi, millénaire. Et à la fois, eh ben, avec la création des catégories comme hétérosexualité, homosexualité au 19e siècle, eh ben, on va se retrouver dans une situation où les gens tout à coup vont s'intéresser très fort aux attirances sexuelles et romantiques, puisqu'on a commencé à les nommer, mais surtout ces attirances vont être passées au crible, pathologisées, étudiées notamment par les premiers sexologues. Et en gros, c'est ça qui va donner lieu en quelque sorte à une dichotomie entre les hétéros d'un côté, qui serait finalement la bonne sexualité, et les homos de l'autre, et ça va complètement faire disparaître ce qu'il y a en fait entre les deux, puisque quand on est bi, dans le fond, on est à la fois homo et hétéro. Je vais sortir certains clichés. Alors, il y a celui qu'on a mentionné, mais c'est un peu la personne qui se dit bi parce qu'elle n'est pas encore prête à faire le pas et devenir ou être homosexuelle à part entière. Et l'autre, on ne peut pas leur faire confiance. Qui sait, demain matin, cette personne va s'intéresser à une fille, va me laisser tranquille, ou un gars, il va me laisser tout seul. Il y a quand même beaucoup de clichés, hein? C'est intéressant d'ailleurs cette histoire de je vais pas sortir avec un bi parce qu'elle va me laisser pour un autre genre, parce que ça dit aussi, moi ce que je trouve intéressant, c'est que la bisexualité elle montre à quel point on accorde de l'importance au genre dans notre société, parce qu'au fond est-ce que finalement vous préfériez, ça vous dérange moins d'être trahi entre guillemets par un partenaire qui vous laisserait pour quelqu'un du même genre que vous, ça vous dérange plus que une personne bisexuelle puisse potentiellement passer de vous à quelqu'un d'un autre genre. Enfin, ça montre à quel point finalement être d'un genre donné, ça vous met dans une espèce de famille qui serait en quelque sorte la famille rivale de l'autre. Donc sachant que, encore une fois, on est dans une société qui attire. Enfin, qui met tellement d'importance sur le genre que ça a évidemment des conséquences sur les gens qui passent, enfin, qui ne restent pas dans leur genre assigné. Je pense aux personnes trans et Mhm. non-binaires, et on sait très bien les violences que ça induit, évidemment, pour ces personnes, dont plusieurs sont bisexuels d'ailleurs. Euh, je pense que c'est aussi, enfin, comment dire, c'est important, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, de montrer encore une fois que c'est présent dans le monde hétéro, dans le monde majoritaire, mais c'est aussi présent dans le monde gay et lesbien. Et que finalement, quand on est bi, on subit de la part des personnes dites monosexuelles, donc c'est-à-dire à la fois les hétéros, mais aussi les gays et les lesbiennes, bref, toutes les personnes qui sont attirées par un seul genre, des comportements d'invisibilisation, où ce sont peut-être souvent des gens qui adhèrent à certains stéréotypes qui, in fine, sont pas juste en gros des stéréotypes qui n'auraient pas de conséquences, qui seraient juste de dire oh là là, les billes sont un peu volages, ce qui n'est évidemment pas le cas, on n'est pas plus volage que les autres, mais ça a des conséquences à l'autre bout du spectre, puisque ça implique des violences sexuelles, conjugales, qui peuvent être plus importantes que les autres, hein. On voit statistiquement que notamment les femmes bisexuelles sont beaucoup plus victimes de violences conjugales et sexuelles que les femmes hétéros, mais aussi que les femmes lesbiennes. Et donc, c'est très important de se rappeler que ce que vous pensez comme une petite critique gentille ou un petit stéréotype, en fait, in fine, peut avoir des conséquences mortelles sur les gens concernés. Mais justement, j'aimerais qu'on parle des conséquences sur la perception que les personnes bisexuelles peuvent avoir d'elles-mêmes à la suite de tout ce qu'elles entendent comme ça de stéréotypes et de préjugés.
Ben, les stéréotypes sur la bisexualité, c'est en gros, je dis toujours que ça va d'un spectre de légèrement instable à complètement psychopathe, en passant par toutes les couleurs de la duplicité. Donc, on serait des menteurs, des manipulateurs, des pervers. On va le voir dans les représentations, par exemple en fiction, au cinéma ou dans les séries, les bi vont être souvent représentés comme voilà, la bisexualité va servir à montrer qu'on est des manipulateurs. Un très bon exemple, je trouve, c'est Frank Underwood dans House of Cards. Je ne sais pas si on le traduit au Québec, mais donc qui est cette série qui se passe Oui. dans un univers politique aux États-Unis et où en fait à un moment Frank Underwood c'est vraiment le politicien manipulateur et on va en faire une personne bi parce que finalement la bisexualité c'est une façon de dire aux gens qui écoutent les films bon bah voilà voilà vous avez bien affaire à un manipulateur. Et tout ça, ça va avoir des conséquences. Notamment, effectivement, sur l'image de soi des personnes bisexuelles, hein, évidemment que si vous voyez très peu dans les représentations parce que de toute façon, on ne croit pas que la bisexualité existe. Et quand on vous voit, c'est à travers ces représentations de manipulateurs, de psychopathes. Je pense à Sharon Stone dans Basic Instinct, par exemple. Enfin voilà. Et donc, bah, comment voulez-vous vous aimer? Comment voulez-vous vous respecter quand finalement vous n'êtes représenté que comme ça? Et puis comment voulez-vous aussi que les autres autour vous aiment et vous respectent? Donc vous vous retrouvez dans votre vie à devoir vous construire eh ben, sans représentation positive de la bisexualité, peut-être parfois sans représentation tout court, parce qu'encore une fois, on nous voit très très peu. Euh, et ça donne lieu à des choses très concrètes, puisque quand on regarde les chiffres sur la santé mentale des personnes bisexuelles, celles-ci sont surreprésentées. À la fois dans des enjeux de dépression, d'anxiété, d'addiction, d'automutilation. Donc on voit bien que on a d'un côté une catégorie qui est mal comprise, mal représentée, et de l'autre ben, des gens qui souffrent. Et quand je dis qu'on est surreprésenté, c'est bien sûr par rapport aux hétéros, mais ça n'étonnera personne, Oui. mais aussi sur certains facteurs par rapport aux personnes gays et lesbiennes, ce qui évidemment va à l'encontre d'un stéréotype qui serait qu'on serait finalement privilégié parce qu'on aurait un pied dans l'hétérosexualité et avec lui une sorte de bouclier magique qui nous protégerait des problèmes. On Ouais, voit un bien pied que dans les deux camps, puis avec les privilèges qui viennent avec, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur cette violence. On en a glissé un mot, puis je pense que c'est important de le souligner. Comment on peut expliquer le fait que les femmes bisexuelles sont davantage exposées aux victimes, aux violences sexuelles et conjugales que les personnes hétéros ou les personnes même monosexuelles, disons comme ça? Ouais. Ben, je pense qu'il y a à la fois, par exemple, si on les compare aux lesbiennes, une exposition plus forte aux violences masculines, en tout cas dans le cadre de l'intime. Et donc ça, c'est quand même un premier facteur à prendre en compte. Mais par contre, ça n'explique pas la différence entre les violences subies par les personnes, les femmes bi et par les femmes hétéros. Ce qui fait en fait que les femmes bi vont subir davantage de violences auprès de leurs partenaires hétéros, hommes hétéros, c'est que la bisexualité va venir avec un certain nombre de préjugés et de violences qui vont être des violences à la fois homophobes et biphobes. Donc homophobe ou lesbophobes, hein, c'est quand en gros vous estimez que la femme est je vais mettre des très gros guillemets, mais une sale lesbienne entre guillemets et que du coup elle doit être punie pour ça, hein. Par Ouais. exemple, les viols correctifs, elle doit être punie pour être ramenée du côté de l'hétérosexualité, ou alors elle va être violentée parce qu'elle présente par exemple une expression de genre qui sera trop masculine pour un partenaire masculin et donc qu'il faudrait en quelque sorte ramener du côté hétéro de la force. Mais je pense qu'il y a aussi des violences qui sont purement biphobes, c'est-à-dire qui vont être liées aux stéréotypes biphobes, enfin liées à la bisexualité. Donc qui est, donc on l'a vu, hein, des enjeux de psychopathie, où les femmes bi seraient des manipulatrices, mais elles seraient aussi volages. C'est les hommes bi aussi, hein, je veux dire, les hommes bi subissent aussi ces stéréotypes. Et donc, bah, si votre femme est volage, si votre femme est, a, euh, va plus facilement vouloir vous tromper ou a un côté un peu instable ou psychopathe, finalement, est-ce que la violenter n'est pas un passage obligé? On l'a vu dans le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, hein. Amber Heard est une femme bisexuelle et sa bisexualité a vraiment servi à alimenter un discours autour du fait que finalement les violences qu'elle a potentiellement subies étaient légitimes. Oh là 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 là. Rapidement, comment on peut contrer ce genre d'attitude-là et améliorer la qualité de vie ou du moins la vie des personnes bisexuelles? Alors je pense que en fait c'est
à la fois les personnes bisexuelles qui doivent vraiment prendre conscience de ce qui leur arrive, parce qu'aujourd'hui, on a un problème avec les personnes bisexuelles, c'est que, en un sens, la communauté bi n'existe pas vraiment. Vous pouvez trouver des milieux lesbiens, vous pouvez trouver des milieux gays, plutôt masculins, mais se réunir en tant que personne bisexuelle, c'est pas forcément évident. En France, par exemple, les collectifs bisexuels, alors on avait une association historiquement de bisexuels qui s'appelle Bicos, qui est très connue, mais qui était quasiment la seule à porter cette voix. Et puis ces dernières années, je dirais depuis 2022, on voit des collectifs émerger un peu partout, dans plusieurs villes de France, mais aussi en ligne, et qui permettent aux bi de se penser collectivement, regarder ce qui leur arrive, se rendre compte qu'en fait des expériences qu'ils pensaient individuelles sont complètement collectives et sont liées à des stéréotypes et à des discriminations communes, et donc s'organiser pour porter leur voix et lutter contre. Donc ça, c'est évidemment, je pense que tout ça doit partir des personnes bi, mais il faut aussi évidemment que nos alliés, hein, que ce soit des personnes hétéros, gays, lesbiennes, etc., prennent conscience de ce qui nous arrive à nous, mais aussi de leur rôle dans tout ça. Et notamment, euh, et je le dis pas, principalement à des personnes issues de la communauté LGBTQ+, qui sont parfois un petit peu dans le déni, je pense, des violences qu'elles-mêmes peuvent perpétrer à l'encontre des personnes bi, hein. Je vous parlais tout à l'heure des violences vécues Oui. par les femmes bi, mais je recueille énormément de témoignages de personnes bisexuelles qui ont été violentées, non pas par des hétéros, mais par des personnes gays ou lesbiennes qui finalement ont les mêmes stéréotypes et ont parfois des jalousies qui sont liées à des stéréotypes biphobes et des comportements de violence. Pour donner un exemple très concret, je pense à cette femme qui m'a raconté récemment que, en gros, une femme lui avait dit si tu couches pas avec moi, ben, en fait, t'es qu'une sale hétéro. Ben, c'est du viol, en fait, de pousser quelqu'un Oui. à coucher avec vous. Donc, je pense que c'est important que chacun, chacune prenne ses responsabilités pour que la situation évolue. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Camille Tess. Avec plaisir. J'ai juste le temps de remercier l'équipe, Godéric Traub et Marie Massé à la recherche et à Mathieu Tessier pour la mise en onde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la prochaine.